Qu'il est bon de se lever le matin, de vous retrouver, mesdames, messieurs, devant vos petits écrans sur vos portables, dans le cadre de Panafricaniste TV, et surtout dans le cadre de votre émission Parole panafricaniste. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée Panafricaniste TV, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et notre interrogation du jour, crise migratoire, hypocrisie européenne ou complicité des dirigeants africains. En tout cas, nous nous interrogeons. Telle est la question que nous sommes amenés à nous poser face à ce qui est abusivement appelé crise migratoire par les hommes politiques et médiatiques européens et sans oublier bien sûr africains. Pourquoi parler de crise migratoire? Eh bien, mesdames et messieurs, depuis ces derniers jours, suite, on va le dire comme ça, à l'assassinat de plusieurs dizaines de corps de migrants d'origine d'Afrique noire dans l'enclave de Melilla au Maroc, des organisations humanitaires africaines et européennes, ainsi que les acteurs politiques du continent africain se mobilisent pour, dit-on, chercher à mettre fin à cette crise ou à apporter leur soutien aux migrants. Dans cette mobilisation, sans une véritable condamnation de ce qui pourrait être considéré comme un carnage et un désastre humanitaire, avec une dose de gestion catastrophique, raciale et raciste des politiques migratoires, notamment à l'endroit des migrants d'Afrique noire, certaines ONG marocaines et espagnoles ont exigé l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire indépendante. Quant à l'Organisation internationale pour les migrations et au Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, ces deux institutions se sont contentées du simple rappel de principe général de respect de la sécurité et du droit fondamental des migrants. Elles ont donc souligné la nécessité en toutes circonstances de prioriser la sécurité des migrants et des réfugiés, d'éviter un usage excessif de la force ainsi que de respecter leurs droits fondamentaux. Tout portera à croire que les vies des populations d'Afrique noire ne valent rien, même face à celles d'un animal de compagnie en Europe ou ailleurs dans le monde, au regard de la persistance des violences que subissent justement ces hommes et femmes qui sont à la recherche d'un Eldorado. Par ailleurs, on entend par-ci et par-là les mêmes refrains de toujours, à savoir que l'une des meilleures solutions serait d'instaurer de quotas obligatoires par pays européen et conduire par la force certains migrants vers leur pays d'origine. Le phénomène des nombreux naufrages dans les années, et surtout dans les zones méditerranéennes, remonte en 1992 dans le triangle formé par la Sicile, la Malte et Lampedusa en Italie. À l'aube du Noël 1996, l'île de Lampedusa avait enregistré environ 283 morts. Oui, vous avez bien compris, je parle bien de 1996, 283 morts. En octobre 2013, cette même année-là, eh bien, on enregistrait 366 morts. Et surtout en 2014 et en 2021, l'on pourrait compter plusieurs dizaines de milliers de morts. Il faut rappeler qu'entre 2002 et 2021, selon certaines estimations d'organisations humanitaires de l'île de Lampedusa, en Italie et certaines enclaves espagnoles, notamment l'enclave de Melilla, où a eu lieu l'actuel drame, ils ont déjà enregistré officiellement plus de 3500 migrants morts. Le naufrage de 2013 avait même entraîné une cérémonie d'hommage. Eh bien, c'était le 21 octobre 2013 à Agrigente, en Sicile, en Italie. L'ampleur de ce que le pape François avait nommé honte pour l'humanité avait également causé l'indignation de Madame la maire Giussi Nicolini, première citoyenne de Lampedusa, et des autorités italiennes, dont le président Giorgio Napolitano, le premier ministre Enrico Letta de l'époque et le vice-premier ministre Angelino Alfano. La maire de Lampedusa avait invité à cette occasion les Européens à prendre leurs responsabilités face à ce drame humanitaire d'une autre époque. Pourtant, mesdames, messieurs, en 2002, on n'a pas eu ce genre d'engouement, on n'a pas eu ce genre de réaction. Pourquoi? Est-ce parce que c'était fait exprès? Est-ce parce que tout le temps, dans la mer Méditerranée, on prend plutôt des bombes pour faire exploser, on va le dire, des navires de fortune dans lesquels ils sont nombreux d'ailleurs, ces Africains, qui veulent aller chercher bonne fortune ailleurs. Et voilà pourquoi nous nous interrogeons. Crise migratoire, hypocrisie européenne ou complicité des dirigeants africains. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique, Patient Parfum d'Homme et surtout panafricaniste de la première heure. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Gos, très ravi de nouveau d'être sur votre plateau. Bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à la diaspora africaine et même noire
à travers le monde. Nous sommes toujours heureux chaque fois que nous avons la chance d'être invités sur votre plateau pour continuer la réflexion, mais aussi essayer de tracer des pistes de solutions ensemble, je veux dire, de concert avec nos frères africains qui nous suivent à travers ce formidable outil de conscientisation qu'est Pan-African TV, à qui je dis d'ailleurs merci pour le soutien. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes là à un virage extrêmement important et il n'échappe à personne que le moment est arrivé pour la jeunesse africaine, pour le peuple africain, de tout faire pour essayer d'embrasser, n'est-ce pas, son avenir avec toute la force, avec la vigueur que cela commande, pour enfin faire de notre continent, de notre peuple, un peuple de référence, un continent d'espoir, mais surtout de recréer une humanité dont le monde a tant besoin, parce que la sauvagerie avec laquelle les décideurs du moment sur le plan planétaire, surtout ceux qui sont pour un monde unilatéral, unipolaire, avec ce capitalisme néolibéral violent, et c'est lui qui va d'ailleurs produire, dont les effets seront visibles à travers ces différentes migrations. Je pense qu'il y a à redire, il y a à reconfectionner, il y a à repenser dans ce monde avec des valeurs nouvelles, des valeurs d'amitié, des valeurs de solidarité et les valeurs de paix. Je suis obligé de le dire, les dominants du capitalisme néolibéral aujourd'hui en sont totalement inaptes. Ils oublient que les fondements même de leur richesse, les fondements même de leur société ont été la base faite d'immigration. Je peux prendre 2 ou 3 exemples avant de revenir à ce qui est important. Les États-Unis d'Amérique, c'est quoi? C'est le fruit de l'immigration. De l'immigration des peuples européens, surtout avec ce qu'ils avaient comme racaille et j'allais dire culture de caniveau. C'est ça qui va se déporter aux États-Unis, ce qu'ils vont appeler plus tard les États-Unis, avec la violence, dans la confrontation avec les indigènes ou bien les autochtones de cet espace qu'on appelle les Indiens. On connaît le résultat aujourd'hui, c'est un véritable génocide. Véritable génocide. Aujourd'hui, pour le peuple de ce continent-là, la date de 1892, c'est une catastrophe pour eux. Parce que cette date-là qui marque la pénétration des peuples européens dans leur espace, avec le cortège de morts, de génocide, de viols, d'assassinats, pour eux, cette date-là, quand on l'évoque, c'est quelque chose de terrible. On ne parle souvent de génocide, on oublie ce génocide-là qui a été d'une violence hors norme. Voilà, c'est la première conséquence de l'immigration et qui a permis au peuple européen de s'enrichir éminemment à travers aussi, n'est-ce pas, cette autre immigration forcée qui a été la traite négrière, où l'Afrique s'est vue complètement dépossédée des millions et des millions de ses filles et de ses fils qui ont servi de vérins hydrauliques pour travailler dans les champs de coton, pour travailler dans les champs de canne à sucre, dans les productions sucrières, dans les mines d'or, et qui ont permis, etc., je n'ai pas été exhaustif, à l'Europe de se construire tel que nous l'avons là aujourd'hui avec le monde occidental. Je peux revenir plus proche de nous, et ça c'était pas très très lointain, l'immigration, n'est-ce pas, des peuples européens avec le schisme qui s'est créé au sein de l'Église catholique et en a fait, n'est-ce pas, des méthodistes, tout ce que vous voulez, et les Bataves se sont déversés au niveau de l'Afrique du Sud, suivis plus tard par les huguenots français, et c'est ça qui a créé l'État raciste d'Afrique du Sud que nous avons constaté, que nous avons vécu, même, peut-être vous étiez encore assez jeune, mais moi, dans ma prime jeunesse, j'ai vu cet apartheid à l'œuvre. Et avec la difficulté, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de chanter le Elon Musk. Mais on oublie que Elon Musk, il n'est que le fruit de cette barbarie, de cette sauvagerie, de cette déshumanisation de l'homme noir, parce que n'oubliez pas que les d'origine sud-africaine, et qui ont permis justement que ces gens-là continuent d'avoir cette avancée formidable sur les autres, parce qu'ils les ont matés, ils les ont écrasés, et c'est l'occasion pour moi de dire, pour sortir, bravo au peuple algérien, qui a su résister
pour remettre les pendules à l'heure avec leur indépendance que nous fêtons aujourd'hui. Nous sommes, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Cette indépendance qui a été obtenue un certain 5 juillet 1962, bien après les accords, quelques mois après les accords d'Évian, oui, de mars 1962, mais j'oublie. Donc voilà, et l'Algérie c'était quoi? C'était quoi l'Algérie? La France a fait de l'Algérie une colonie de peuplement. C'était des millions de Français qui sont partis de ce qu'ils appellent la métropole pour venir rester en Algérie. Et cela a duré plus d'un siècle. Plus d'un siècle. Au point de créer des divisions sur la base de l'appartenance raciale et sur la base d'un certain nombre de clichés qui ne cessent de nous affubler. Vous avez des blancs, d'un côté des Français, n'est-ce pas, qui étaient, si je peux appeler ça comme ça, la race supérieure. Vous avez les harkis, des gens qui les suivaient. Vous avez les pieds noirs, qui étaient les Algériens qui sont nés sur le sol, pardon, les Français qui sont nés sur le sol algérien, et dont beaucoup n'avaient même pas connu la métropole. Et vous avez maintenant les indigènes algériens eux-mêmes. Cette situation d'injustice va finir par créer une déflagration pour l'autonomie et l'indépendance de l'Algérie. C'est ça la guerre d'Algérie qui va démarrer en 1954. Donc, quand on nous parle aujourd'hui d'immigration, les gens donnent l'impression que cette immigration-là, ce sont les Africains qui ont créé cette immigration. Ils oublient qu'eux-mêmes, à la base, c'est eux qui sont venus aller à la conquête des autres terres avec la violence qui s'en est suivie. Et c'est cette violence qui leur a permis aujourd'hui de se constituer ce matelas à la fois financier et intellectuel, parce qu'on a aussi pillé sur le plan intellectuel. C'est ça, on vous parle aujourd'hui des théorèmes de Pythagore, de Thalès. Tout le monde sait bien que ce sont des trucs que les jardiniers égyptiens utilisaient pour faire les répartitions de là où on va planter les choux, là où on va planter les carottes, là où on va planter le macabo. Et aujourd'hui, ils se sont appropriés de tout ce savoir-là. Et voilà comment, sur le plan culturel, ils ont aussi utilisé, n'est-ce pas, cette grosse escroquerie pour dominer le monde. Voilà les résultats, la résultante de l'immigration. Donc l'immigration n'est pas du fait de ce que vous voyez au niveau de cet AMIA, ou bien ce que vous voyez de ce que la Méditerranée est devenue aujourd'hui un véritable tombeau pour la jeunesse africaine. L'immigration, à la base, c'était aussi le fait que les autres qui étaient dans des espaces qui étaient arides, qui n'étaient pas propices, n'est-ce pas, au développement de la vie, ils sont allés chez les autres qui ont ouvert le bras parce qu'ils avaient l'humanisme fortement ancré dans leur cœur et ont créé des dégâts pas possibles dans ces espaces-là, au point où nous avons ce monde-là éclaté, fait de haine, fait de rejet, fait de racisme, fait d'apartheid à tous les niveaux qui continue de régenter notre humanité aujourd'hui. Et c'est pour cela que je dis aux Marocains, je dis à ces peuples de Maghreb, attention, vous ne pouvez pas jouer le rôle de contremaître, de chien, qui surveillent, soi-disant, la maison de vos maîtres. Ces gens-là ne sont pas vos maîtres. Ils vous ont aussi violemment traité. Vous vous souvenez que la campagne arabo-berbère qui va domestiquer complètement des zones entières de l'Europe, dont l'Espagne est l'expression la plus aboutie, avec la vie de Séville, il ne faut pas l'oublier non plus. Ça a duré aussi des décennies, j'allais dire même des siècles, d'une violence confrontation entre ces Africains berbères, arabes qui sont partis de notre continent pour domestiquer l'Europe et leur apprendre le savoir, leur apprendre les mathématiques, leur apprendre toutes les civilités dont ils se targuent aujourd'hui, mais qui en retour, sur le fallacieux prétexte que parce que c'était des peuples barbares, parce qu'ils n'étaient pas de l'ordre judéo-chrétienne, ils ont subi une violence inouïe. C'est ça les résidus de cette confrontation que nous voyons aujourd'hui dans les rapports tendus, toujours tendus que nous constatons depuis la plupart des temps entre un pays comme l'Algérie et l'Occident. Donc, l'immigration n'est pas une exclusivité ni une création africaine. L'immigration a toujours été une quête permanente de l'homme. Mais dans un premier temps, l'homme a immigré pour aller s'installer dans des espaces où il faisait bon vivre. Dans un deuxième temps, l'homme a immigré parce qu'il était persécuté dans son espace. C'est le cas des questions religieuses. Dans un troisième temps, l'homme a migré pour aller chercher le bonheur. C'est le cas de la ruée vers l'or, vers le nouveau monde. Mais malheureusement, à partir de cette étape, on constate des mutations à partir de ces leucodermes qui émigrent, mais qui sont incapables de vivre en parfaite intelligence avec les populations locales qu'ils ont trouvées. Alors que ces populations étaient accueillantes, ils ont même dans un premier temps ouvert les bras. Ce qui s'en est suivi, ce fut un véritable génocide
qui s'est abattu sur cette population et qui a eu pour conséquence le fait qu'ils puissent chercher encore des renforts, mais dans un projet de soumission et de violence inouïe. C'est ça qui a donné naissance au commerce triangulaire. Donc, vous voyez une fois de plus que on peut questionner, j'allais dire, de manière profonde, l'attitude et le mode opérationnel, j'allais dire la validité opérationnelle de ce système capitaliste qui sont perfectionnement par le biais de ce qu'on appelle l'impérialisme, et bon, le capitalisme est la phase suprême, mais à partir du fait où les États-nations se sont constitués et qu'ils ont eu envie d'occuper les espaces encore plus importants que le petit continent de l'Europe de l'Ouest, effectivement, ça a créé des conflits, des déflagrations majeures qui ont poussé les autres, comme c'est le cas des pays africains, de continuer de vivre dans une misère indescriptible, des années d'indépendance après, et qui poussent des hordes de jeunes qui ne trouvent pas, n'est-ce pas, de paradis chez eux, d'aller à la conquête de ce qu'on leur présente comme le paradis. C'est ça le sens de l'immigration. Là encore, deuxième volet très important. Si on avait, après nos indépendances, obtenu de hautes luttes, permis aux peuples africains, de par leur souveraineté, de se lâcher, de créer le monde qu'ils voulaient, en fonction de leur mode de développement, en fonction de leur mode social, en fonction de leur cosmogonie renouvelée et assumée, en fonction de l'orientation qu'ils voulaient donner à leurs économies. Je ne pense pas qu'on aurait eu tout cet ordre de jeunes qui veulent affronter la Méditerranée pour aller en Occident. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont entretenu exprès un système de prédation qui a plongé nos pays dans une misère indescriptible et dans une pauvreté endémique. C'est la résultante, n'est-ce pas, de cette chenille organisée dans cet espace qui crée justement ces migrations aujourd'hui qui sont devenues une espèce de fonds de commerce de ces fonctionnaires de l'ONU et de ces institutions dites internationales. En réalité, ils n'ont pas du tout envie de résoudre la question à la base. Résoudre la question à la base, c'est un monde multipolaire, c'est s'attaquer de manière économique, n'est-ce pas, aux inégalités qui frappent notre monde, même sur le plan des concepts économiques, mais surtout donner le libre choix à chaque peuple de se déterminer. C'est ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Malgré les nombreuses initiatives, les indignations, force est de constater aujourd'hui, en 2022, que cette tragédie de Melilla continue en tout cas dans l'indifférence totale de l'Europe et aussi des dirigeants des États africains qui sont en partie responsables de ce qui se passe dans leur pays d'origine des migrants, soit en justement l'hypocrisie européenne. Eh bien, on a l'impression que c'est le mutisme total. Peut-on parler d'hypocrisie européenne et surtout de la complicité des dirigeants africains? L'hypocrisie européenne, en fonction de tout ce que je viens de décrire, ne doit étonner personne. Je peux dire que pour eux, ou bien pour nous, cela devrait être considéré comme quelque chose qui est dans l'ordre des choses. Ce qui est choquant, Steve, c'est l'attitude des nôtres. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui fait pleurer. C'est l'attitude de nos propres frères qui, par mimétisme et par complexe, ont voulu ressembler à leurs bourreaux. Ils se comportent ici chez nous quand ils sont au pouvoir comme en terrain conquis. Vous me direz qu'on a mis qu'à la tête de nos États que des hommes liges, des hommes sans cervelle, des gens sans mémoire historique et qui reproduisent à la chaîne ces injustices et qui conduisent à ce que nous voyons là. Qu'est-ce qui empêche aux dirigeants africains de se concerter pour impulser un véritable développement endogène sur notre continent? Qu'est-ce qui empêche aux dirigeants de l'Afrique dite francophone de se concerter pour mettre fin aux francs CFA, créer une monnaie authentiquement africaine qui va impulser le développement économique de leur pays et empêcher justement qu'on ait toute cette horde de jeunes qui prennent le chemin du désert et qui vont affronter la Méditerranée? Le paradoxe des paradoxes. Ils sont dans des espaces, dans des terroirs immensément riches. Des véritables scandales sur le plan des richesses, de notre sol et de notre sous-sol, qui ne demandent qu'à être travaillés, qui ne demandent qu'à être exploités par les Africains pour le bonheur des Africains. Que non. Leurs attitudes, c'est de me retrouver sur le perron de l'Élysée, de voler l'argent de l'État pour aller m'acheter un domaine à Mayfair, à Londres, ou bien sur la côte californienne.
C'est de tout faire chaque fois que madame est sur le point de donner naissance à un enfant, que ce soit à l'hôpital américain de Nelly, etc. etc. Voilà les conneries. Mais dans leur propre pays, pas de structure sanitaire de niveau. L'enseignement, zéro. Les infrastructures routières, ferroviaires, tout ce que vous voulez, plus que zéro. Au point où il y a des zones dans notre pays où même quand les populations se démènent comme des diables pour faire de l'agriculture, ils n'ont pas la possibilité de faire sortir le fruit de leur labeur pour les amener dans les centres urbains, parce que c'est comme ça maintenant on a cloisonné tellement nos territoires pour pouvoir les vendre. On appauvrit le monde rural. On est dans la spéculation de tout. On spécule la spéculation foncière, la spéculation de l'eau, la spéculation, tout, on spécule sur tout, on vend tout au plus offrant. On est arrivé dans une espèce avec des éléments de langage empruntés à ces think tanks occidentaux qui veulent continuer de nous dominer. Oui, l'État ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas être la vache à lait. Donc débrouillez-vous. On privatise tout. Même les sociétés stratégiques pour le développement d'un pays, les sociétés qui produisent l'eau, prenons le cas de Cameroun, elles produisent l'eau, elles transportent, pardon, elles produisent l'électricité, elles transportent l'électricité, elles vendent l'électricité, on la privatise. Les sociétés qui produisent de l'eau potable pour les populations, on privatise. La société qui s'occupe du transport ferroviaire, on privatise. Je ne suis pas exhaustif. Même nos espaces agricoles sont privatisés, sont vendus à des tiers étrangers. Comment voulez-vous que des pays comme ça puissent avancer? Et on peut comprendre. Quand après on voit Macky Sall aller pleurnicher chez Poutine qu'on a besoin d'engrais, parce qu'ils ont été incapables depuis les indépendances de créer des situations et des know-how qui sont capables de produire de l'engrais localement. Ce n'est pas ça qui peut dépasser aux Africains. Créer un engrais local, même naturel, même bio, mais en quantité industrielle, capable, n'est-ce pas, d'enrichir complètement toutes nos plantations et tous nos espaces agricoles et donner à manger, n'est-ce pas, dans des conditions, j'allais dire, de dignité au peuple africain. Ça, ils ne le font pas. Donc ces gens-là, ils sont 1000 fois comptables. Je n'ai pas fini. Ils ont aussi pris pour valeur ultime la cooptation dans les loges, n'est-ce pas, mystico-religieux de l'Occident. Si tu n'es pas maçon, si tu n'es pas rosicrucien, si tu n'appartiens pas aux loges talmudistes, ça veut dire que tu n'es personne. Tu ne vaux rien. Pour accéder à un certain niveau de responsabilité dans ton propre pays, il faut que tu ailles te coucher derrière, n'est-ce pas, les institutions, j'allais dire, des autres sur le plan mystico-religieux. Conséquence, on n'est plus nous-mêmes. Nous sommes des cerveaux blanchis, complètement cramés, qui n'ont aucune vision, aucune visibilité, aucun sens de la responsabilité. Parce que être chef d'État ou bien fonctionnaire, c'est quoi? C'est être au service de son peuple. On ne se bat pas pour être chef d'État pour des lumières. On se bat pour être chef d'État, pour être grand fonctionnaire, pour être ministre. Parce qu'on veut servir son peuple. On veut servir son peuple, on veut servir le continent, on veut être au service de l'humanité. Mais quand vous avez un ministre, mon cher Cyrus Lengos, qu'on attrape à la frontière avec le Nigeria, avec les poches bourrées de dollars, avec des cartes bancaires, des blackjack, tout ce que vous voulez, avec un cash flow, plus d'1 milliard dans les poches, alors qu'il est en charge de l'eau, dans son propre pays, les populations n'ont pas d'eau. Mais c'est pire que la sorcellerie. C'est plus que de la sorcellerie. Il y a aussi une indignation sur le continent africain patient par fin d'homme. C'est quand même des dizaines de milliers d'Africains qui meurent aux portes de la Méditerranée ou encore dans la Méditerranée ou aux portes encore de l'Europe. Jusque-là, on voit les dirigeants africains aller pleurer Charlie à Paris, mais ne se mobilisent jamais pour aller pleurer leurs propres frères, leurs propres enfants qui avaient pris la route mais qui ont été sauvagement assassinés. Ils ont perdu toute dignité. Ce qui s'est passé à Melilla, dernièrement, ne devait pas se limiter au niveau des lèvres, de la petite protestation du bout des lèvres, comme l'a fait le UIA. Non. Le Maroc devait s'expliquer. Moi, j'étais pour le boycott de la CAN féminine au Maroc. Pour envoyer un signal fort. Mais c'est qu'on oublie. Ça aussi, ça fait partie peut-être de notre travail ici, Cyrus Lengos. Il faut dire la vérité aux Marocains. Il vient dans nos espaces. Le Maroc, d'ailleurs, a prétendu à un moment donné qu'elle était candidat pour entrer dans la CEDEAO. C'est tout vous dire. Candidat également pour entrer dans l'Union européenne. Voilà. Il faut dire aux Marocains,
L'instrumentalisation qui est faite aujourd'hui de vos élites, qui vous fait croire que vous êtes beaucoup plus proche des Occidentaux, et on vous fait jouer le rôle de pont avancé de la présence, mais surtout de l'influence occidentale chez nous, vous vous trompez. La plupart des Marocains sont des Noirs. Le roi Mohamed avait une femme qui était noire, une esclave. C'est le roi, c'est cette dame-là qui va donner naissance au roi, le père de l'actuel roi. Le roi Hassan II avait une maman noire. Donc l'actuel roi, sa grand-mère était une négresse. Ce n'est pas péjoratif quand je l'utilise pour que les comprennent très bien. Donc comment on peut avoir cette attitude de barbarie et de sauvagerie vis-à-vis des gens qui ont le même sang qui circule dans leur veine que toi? Ce qui s'est passé à Melilla est totalement inexplicable. L'Union africaine devait taper de ponce la table. Le Maroc ne peut pas jouer le rôle de pitbull de l'Occident. C'est inacceptable. Le Maroc doit, ce n'est pas de sa responsabilité. Un premier ministre espagnol dont j'oublie le nom, il était socialiste, quand Sarkozy était allé lui faire la morale, parce qu'un jour il décide que lui, à la fin d'année, il va régulariser tous les sans-papiers qui sont dans son espace. Sarkozy lui fait la morale en criant. Il a dit à Sarkozy, attention, c'est les statistiques, hein. 90% de ces gars-là qui viennent dans son espace demander, n'est-ce pas, le droit d'asile, ils sont issus de tes colonies, des colonies françaises. Donc tu es très mal placé pour me faire la morale. Pourquoi le Maroc ne peut pas avoir une pareille attitude vis-à-vis de l'Espagne? Ah oui, ce sont les nègres qui vont venir empester l'Europe. Mais l'immigration choisie du Canada, là, qui siphonne actuellement tout ce que nous avons comme infirmières qualifiées, c'est quoi? Pourquoi là c'est permis? Parce qu'il fallait entretenir les vieux, leur vieillesse. Faisons très attention. Vous voyez comment les immigrés ukrainiens sont bichonnés? Pourquoi les immigrés africains ne profitent pas de la même mansuétude de cette élite dirigeante au niveau de l'Europe? Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de la crise énergétique, la France se fout de main et dit de toute façon, nous n'aurons pas les problèmes d'Allemagne parce que nous avons conservé nos centrales nucléaires. Minalmi, vous avez conservé ces centrales nucléaires à base de quel jus? Qu'est-ce qui alimente ces centrales nucléaires? Ce n'est pas l'uranium qui vient du Niger, mais regardez dans quel état se trouve le Niger aujourd'hui. Les gens ont l'habitude de dire vous êtes des aboyeurs, vous criez. Oui, mais on doit crier pourquoi vous essayez d'entendre. On a l'impression que vous êtes sourds à cette réalité-là. Voilà la réalité. C'est Jocelyn Goss. Les images m'ont choqué, les vidéos m'ont choqué. L'attitude de la police marocaine tirant sur les jeunes africains. Complice des dirigeants africains, parce que ça n'a pas fait d'autre. Mais je te dis que pour l'essentiel, ces fameux dirigeants africains-là, ce sont les chiens couchants de l'impérialisme. Pourtant, Macky Sall peut aller quand même demander des engrais en Russie. Bazoum peut aller faire des pieds et des mains en France. Pendant ce temps, on a des chefs d'État qui jouent à pile ou face, comme c'est le cas aujourd'hui du président du Burkina Faso. Pire encore. Une coupe de champagne à l'Élysée. Oui. Mais quand il s'agit justement de se lever pour aller rendre hommage à des Africains qui sont tombés, on ne les voit jamais. On va leur dire que si vous continuez comme ça, on va fermer l'accès pour vous à tous les guichets internationaux. Ceux qui sont dans les francs CFA, on va plus rien vous donner. Vous voyez pourquoi, quand on dit qu'il faut mettre fin à ce truc-là, vous comprenez, hein? Macky Sall, lui, il joue le beau, il a le beau rôle. Il s'est en bras de chemise blanche là, plié pour montrer qu'il est au boulot. Il a Olaf Scholz à sa gauche, et je crois Biden à sa droite. Pour lui, il a vu Dieu, il a vu Jésus, il a vu Mahomet. Voilà les complexes des Africains. Voilà les complexes des Africains. Pendant la guerre de Vietnam, quand il fallait aller maintenant, je pense, ou bien de Corée, aller maintenant aux négociations pour mettre fin à la guerre, les Américains sont venus avec un médiateur qui était dans les ordres de 1,90 m et les Vietnamiens avec quelqu'un qui était, je crois, les Coréens petit de taille. Non, je crois les Vietnamiens. Ils ont exigé qu'il faudrait une chaise qui les mettait au même niveau, regard en face leur partenaire. Ça a duré des jours pour concevoir la chaise là. S'il n'y a pas la chaise là, où je peux te parler les yeux dans les yeux, il n'y a pas de négociation. Vous voyez les gens, vous voyez, ça semble un détail, mais c'est ça la détermination de peuple qui ne veulent pas se laisser dominer
par qui que ce soit. Nos dirigeants font la honte. La honte, c'est la honte de notre continent. C'est la honte de la race noire. C'est la honte de tous ceux qui sont partis. Des milliers de fleuves de sang pour que l'homme noir et l'Afrique ne disparaissent pas. Le sacrifice de ces héros et martyrs, des millions, ils sont la honte de tout ce sacrifice. On ne devait plus vivre ce que les images qu'on voit à Melilla. On ne devait plus les vivre. Que l'Espagne se démerde. Quand les Espagnols allaient aux Amériques, vous avez vu les massacres qu'ils ont créés là-bas. Au nom de quoi aujourd'hui, même sur notre propre continent, parmi les colonisations les plus barbares, il y a eu la colonisation des Espagnols. La Guinée équatoriale, elle était indépendante quand? Et selon vous, pourquoi? L'Espagne ne voulait pas du tout s'arrêter. L'Espagne et son cousin, les Portugais. Sans la révolution des Oyer, je ne suis pas sûr qu'on s'en serait sorti. Parce que la prise de conscience des jeunes officiers qui sont allés combattre et au Mozambique et en Angola, c'est eux qui ont renversé le dictateur espagnol, je crois Salazar. Donc ils n'ont pas de leçons à nous faire, ces gens-là. Nous avons les images que nous voyons parce qu'ils ont mis en place un système politique et économique qui ne crée que de la misère chez nous. Dans une violence incroyable. Ils prennent tout chez nous. Ils ne nous permettent pas de nous développer. Ils ne nous permettent pas de choisir les dirigeants que nous voulons pour les mettre à la tête de nos États. Chaque fois que l'Afrique essaye de pousser le pion pour mettre un dirigeant, une équipe, des hommes dignes au service de leurs intérêts, qu'est-ce qu'on fait? On les crée la guerre. On actionne la CEDEAO. Tapez-nous sur Assimi Goïta. Détruisez-nous Assimi Goïta. Tuez Choguel Maïga. Tuez Kadhafi. Effectivement, tuez Samora Machel. Tuez Agostinho Neto. Tuez Ruben Nyobe. Tuez Thomas Sankara. Voilà. Voilà. Refuser même la science au point où ils ont refusé d'accepter, n'est-ce pas, que Cheikh Anta Diop vienne nous faire découvrir les merveilles de la science. En disant que non, on rejette tout ça. Voilà. Donc, à la limite, je peux vous dire que si nous sommes en plein 21e siècle et que nous avons encore des dirigeants du moment qui sont à ce niveau de couardise, de pleuterie, ça veut dire que vraiment, il y en a encore du pain sur la planche, monsieur Silvio-Slengos. Il faudra qu'on se batte corps et âme pour évacuer complètement ces cauchemars devant nous, pour redonner de la dignité à l'homme africain, pour donner la possibilité à l'Africain de reconstruire son propre continent et faire de ce continent un véritable paradis. Nous avons tous les éléments qui peuvent nous permettre de le faire. De telle manière que le regard des autres sur l'homme noir en général puisse changer. Le regard des autres ne changera jamais. J'ai encore vu une vidéo cette nuit qui m'a empêché de dormir, de ce jeune Américain qui a été criblé de balles aux États-Unis, qui courait, qui était totalement inoffensif. Des dizaines de balles sont rentrées dans son corps. Quels sont ces rapports-là que nous avons avec ces gens-là? C'est quoi? Et qu'on voit les nôtres. J'insiste, je dis aux Marocains, vous avez du sang noir dans vos veines. Allez questionner l'histoire, allez questionner tout ce que vous voulez. Allez faire des ADN. L'actuel roi, sa grand-mère était noire. C'est quoi? Pourquoi on peut lobotomiser le cerveau des êtres humains jusqu'à ce niveau? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la structuration de nos cerveaux au point d'être des gens aussi veuls que le sont nos dirigeants? C'est pour ça que le combat doit continuer. Quand on crie, comme disait quelqu'un, nos larmes, ce ne sont pas des larmes de défaite, mais ce sont des larmes de la conviction qu'un jour nous allons vaincre. We shall overcome, nous le disons avec toute la puissance que le verbe peut nous permettre de mettre. Nous allons gagner cette bataille. Mais nous n'allons pas gagner cette bataille parce qu'on fait se venger contre qui que ce soit. Nous allons gagner cette bataille parce que nous voulons donner un nouveau visage au soleil humain qui est notre humanité. Le visage que vous présentez là, c'est le visage de la laideur de l'être humain. Il est hideux. Il ne correspond pas à l'être premier. Et évidemment, ça peut se comprendre. Comme l'être premier a été en Afrique, les excroissances de cet être premier ne peuvent que créer des choses hybrides sur le plan moral, sur le plan culturel, que ce que nous constatons aujourd'hui au niveau du monde. Merci à vous, Passion Parfaite, de m'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Merci encore au peuple algérien. Merci aux Félagas algériens qui se sont battus. Bravo
à l'Algérie libre indépendante. Bravo à Ben Bella, à toute son équipe et tous ceux qui l'ont accompagné. Bravo aussi quand même à des Camerounais, on n'en cite pas beaucoup, qui ont accompagné, oui, j'oublie le grand Frantz Fanon, je ne peux pas l'oublier évidemment, les peuples, les vaillants dignitaires de la dignité noire qui ont accompagné l'Algérie dans la conquête de sa liberté. Je peux citer deux. Le professeur Jean-Michel Tekam, on n'en parle pas beaucoup, qui a accompagné justement ses camarades algériens. Mais il y a aussi le docteur économiste, grand économiste, Yahiba Yemi, qui s'occupait de la planification de l'économie algérienne. Il faut que les enfants de Cameroun le sachent. Nous avons eu des grands hommes, souvent pas qu'on place au sommet comme le Oumyobé, mais des grands hommes à tous les niveaux et qui ont été de véritables panafricains. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que va s'achever cette autre édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, les larmes invisibles qui coulent à l'intérieur sont plus difficiles à sécher. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.